Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 30 juin, je vous propose de revenir tout d'abord sur l'annonce hier par le président sud-coréen d'une nouvelle stratégie industrielle comprenant 505 milliards d'euros d'investissement dans les semi-conducteurs, l'IA et les centres de données. Nous irons ensuite en Chine où entrera en vigueur dès demain la nouvelle loi sur l'unité et le progrès ethnique, un texte visant à renforcer le contrôle sur les minorités ethniques en Chine et à accélérer leur assimilation. Nous irons également en Nouvelle-Calédonie pour évoquer les résultats des élections provinciales qui se sont tenues dimanche après une campagne électorale éclair menée pour la première fois avec une liste électorale partiellement élargie. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus particulièrement à Bougainville, dont le gouvernement autonome a présenté un plan en 3 phases vers l'indépendance. En Corée du Sud, c'est le président de la République lui-même qui a dévoilé hier la nouvelle stratégie industrielle du pays qui consiste à investir 505 milliards d'euros sur plusieurs années dans les semi-conducteurs, l'IA et les centres de données. L'idée du gouvernement est d'utiliser les recettes fiscales exceptionnelles générées grâce au boom de l'IA pour investir encore davantage et assurer une place de choix pour le pays dans le marché de demain, tout en assurant une meilleure répartition de cette croissance et un développement régional, en dehors de la ceinture formée actuellement autour de Séoul par le secteur des hautes technologies. Cette stratégie est le fruit d'un partenariat avec 2 géants des semi-conducteurs, Samsung Electronics et SK Hynix, dont les présidents ont participé à la conférence de presse aux côtés du chef de l'État et qui investiront avec leurs fournisseurs l'équivalent de 454,4 milliards d'euros pour construire chacun 2 nouveaux sites de fabrication de puces dans le centre-ouest du pays. Cité par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, le président de la République a expliqué que les installations de production de semi-conducteurs à Yongin et Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi, atteignaient leurs limites en termes de capacité et a insisté sur la nécessité de créer rapidement un nouveau pôle de production dans cette zone qui est le bastion du Parti démocrate au pouvoir, ce qui n'a pas manqué de susciter des critiques au sein de l'opposition. Le ministre de l'Industrie Kim Jong-kwon, cité par le quotidien Korea Herald, a lui aussi martelé que la Corée ne pouvait plus dépendre d'une seule région de production de puces électroniques autour de la capitale et que des nouvelles bases de croissance étaient nécessaires pour que les sites de production puissent faire face aux contraintes croissantes en énergie, en eau et en terrain. Lee Jae-myung a affirmé que cette initiative consistait à rendre la Corée du Sud plus compétitive et à faire du pays une des plus grandes puissances mondiales de l'IA. Il a également indiqué qu'une équipe présidentielle allait être mise sur pied pour gérer et surveiller les projets en cours dans le cadre de cette stratégie. Le président du groupe SK Hynix, Chae Tae-won, a déclaré que l'objectif était de faire du pays un exportateur d'intelligence plutôt qu'un simple consommateur d'IA. Autre objectif de la stratégie annoncée, doubler la production sud-coréenne de mémoire vive dynamique, les DRAM, d'ici 5 ans en avançant la construction d'usines dans la région métropolitaine de Séoul. La loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique, un texte hautement controversé visant à renforcer le contrôle sur les minorités ethniques en Chine et à accélérer leur assimilation, entrera en vigueur dès demain. L'Assemblée nationale populaire a approuvé en mars dernier cette loi qui vise officiellement à favoriser, je cite, l'intégration des 55 minorités ethniques, à inviter les autres minorités, comme les autres Chinois, à guider leurs enfants à aimer le Parti communiste, le peuple et la nation chinoise. Le texte réaffirme que le mandarin est la langue commune nationale dans l'éducation, les affaires officielles ou encore les lieux publics, et permet la poursuite, je cite, des parents ou des tuteurs qui pourraient inculquer aux enfants des opinions préjudiciables et susceptibles de nuire à l'harmonie ethnique. Selon l'article 46 de la loi, je cite encore, « Toutes les organisations religieuses doivent s'engager à promouvoir l'identité chinoise, à assiniser les religions et à instruire leur personnel et leurs fidèles pour faire valoir le patriotisme, laissant craindre également une plus grande répression de la liberté de croyance et de culte en Chine. »
L'ONG Human Rights Watch a déclaré que la loi cherchait à justifier la répression des minorités, à effacer les droits linguistiques et à étendre son contrôle à l'étranger. L'article 63 stipule ainsi, je cite, que tout individu et toute collectivité à l'extérieur du territoire chinois ayant porté atteinte au progrès ou à l'unité ethnique de la Chine par des actes sécessionnistes seront poursuivis par la justice. La loi précise en effet qu'elle s'applique aussi en dehors des frontières de la Chine et appelle à un renforcement des liens avec les communautés chinoises d'outre-mer. La Commission des affaires continentales de Taïwan avait ainsi alerté en mars dernier sur le fait que la loi, mentionnant ainsi la promotion de l'unité nationale, le texte pourrait servir de base juridique future pour la politique de Pékin envers Taïwan et pour d'éventuelles répressions transfrontalières contre les indépendantistes taïwanais. Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie se sont tenues pacifiquement dimanche, malgré une campagne électorale précipitée après l'adoption tardive en mai dernier du dégel partiel du corps électoral, élargissant la liste électorale spéciale pour le scrutin à un peu plus de 10 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie. Initialement prévu au printemps 2024, le scrutin a été reporté à 3 reprises pour finalement avoir lieu dimanche. Il faut savoir que le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est un sujet politique très sensible et a été le point de départ d'émeutes qui ont fait 14 morts et 2 milliards de dégâts en 2024, les indépendantistes kanaks craignant que le dégel ne remette en cause l'objectif d'autodétermination. Le scrutin de dimanche visait à élire les membres des assemblées dans les 3 provinces de l'archipel, à savoir le Sud, le Nord et les îles Loyauté. Une partie des membres de ces assemblées forment à leur tour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui élit ensuite un gouvernement collégial qui détient le pouvoir exécutif au niveau local et sera appelé à négocier l'avenir institutionnel de l'archipel, ce qui a poussé les observateurs à souligner le caractère particulièrement important de ce scrutin. Pour ce qui est des résultats, les élections se sont soldées par une victoire de la coalition loyaliste Rassemblement du camp des non-indépendantistes avec plus de 41 000 voix. Dans le sud, soit 50,4% des voix et un total de 74,74% pour les partis opposés à l'indépendance. Dans le nord, ce sont au contraire 80,4% de voix qui sont allées à des formations indépendantistes avec près de 40% pour l'Union calédonienne FLNKS et près de 36% pour l'Union nationale pour l'indépendance. Enfin, les électeurs des îles Loyauté ont voté à 97,75% pour des formations pro-indépendance avec l'Union calédonienne FLNKS et Nations autochtones à peu près ex-aequo dans les 32-33% et près de 21% pour le Parti de libération kanak, le Palika. Ces résultats ont permis un maintien de l'équilibre existant entre les indépendantistes et les non-indépendantistes au sein du Congrès, avec 24 sièges pour les loyalistes, le Rassemblement, qui gagne 6 sièges, 10 sièges pour l'Union calédonienne FLNKS, qui perd un siège, 7 pour l'Union nationale pour l'indépendance, qui perd 5 sièges, et 6 sièges pour le FLNKS, qui en gagne 3. L'éveil océanien et dynamique autochtone ont quant à eux obtenu respectivement 4 et 3 sièges dans un système électoral qui favorise les grandes listes et donc les alliances politiques. Le gouvernement autonome de Bougainville a formellement présenté sa position finale sur le futur politique de Bougainville, territoire autonome de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, proposant un processus d'accès à l'indépendance en 3 phases vers l'autogouvernance puis l'indépendance. Le président du territoire autonome, Ismaël Torohama, a présenté sa position à un facilitateur indépendant qui supervise les consultations entre le gouvernement central de Port Moresby et le gouvernement autonome de l'île aux velléités indépendantistes. Selon le plan, Bougainville va continuer ses préparatifs pour arriver à l'autogouvernance jusqu'au 1er septembre 2027, avec comme objectif le renforcement des institutions, des systèmes de gouvernement et de la paix et de la sécurité, ainsi que les préparatifs économiques. À partir de cette date, donc, l'île entrera, selon Ismaël Torohama, dans une période d'autogouvernance lors de laquelle le gouvernement exercera, selon ses mots, sa pleine autorité pratique et constitutionnelle. La proposition envisage donc que Bougainville atteigne ainsi l'indépendance formelle en 2030. Notons que l'île a voté en 2019 lors du référendum à 97,7% en faveur de l'indépendance, mais que le résultat doit encore être ratifié par le Parlement central de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais que le gouvernement central semble vouloir au moins freiner le processus.
Plus tôt dans la semaine, le parti au pouvoir a ainsi déclaré être en faveur d'un processus de transition de 15 ans pour l'île, affirmant que le processus d'indépendance serait conditionné à la capacité du territoire de démontrer son autosuffisance financière, à maintenir la paix et la stabilité et à éliminer la violence armée. Le Premier ministre James Marape a aussi déclaré que Bougainville devrait être capable de générer un revenu interne représentant au moins 70% de son budget annuel sur une période de 5 ans. Il a toutefois affirmé que le résultat du référendum d'indépendance resterait valide, même si le Parlement venait à voter contre l'indépendance. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.